Et puis on m'avait dit surtout qu'on ne sache pas que tu es lesbienne, parce que c'était l'époque où on disait que toutes les féministes étaient lesbiennes. Là, oh, putain. Là, je l'avais dit publiquement. Voilà, moi, je m'appelle Gloria Escomel, je suis une 4/4 d'un père français, d'une mère espagnole, née et élevée en Uruguay et 52 ans au Québec, alors ça fait 4. Je pense que je me définirais comme féministe, avant tout, lesbienne. Je pense que je suis une militante dans l'âme. J'avais commencé beaucoup à militer pour le féminisme, pour la question de l'égalité des droits des femmes. Quand je me suis découverte lesbienne, grâce à des méchantes amies qui me provoquaient, c'était l'époque, j'avais entre 16 et 18 ans, et c'était vraiment l'époque où j'étais encore sous l'influence catholique, et puis c'était un péché, c'était si... j'avais fait quelques tentatives pour aller voir un médecin au cas où, par hasard, il n'y aurait pas quelque chose de trouble, si par hasard j'étais pas un garçon quelque part. Mais non, malheureusement, cet imbécile de médecin, il m'a dit en me disant « Allez, vous êtes bâtis pour avoir des douzaines d'enfants », je l'aurais tué. Enfin bon, bref. Je suis tombée à un moment donné sur une psychiatre très intelligente, laquelle psychiatre m'avait dit « Écoutez, là, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de vous accepter vous-même avant d'attendre que les autres vous acceptent. » Et puis, bon, c'était pas facile. Il y avait mes parents, ma mère qui était très catholique, et puis bon. Quand mon père est revenu, puis qu'il a vu que j'étais en train de suivre une psychiatre, il m'a dit non, il n'en est pas question, ces gens-là, ils vous rendent plus fou que vous ne l'êtes d'habitude, et pourquoi est-ce que tu veux continuer? Mais je lui dis, mais parce que j'aime les femmes. Ah, m'a dit mon père très sérieusement, c'est très bien, est-ce que tu as déjà couché avec une femme? Je lui dis non, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Bon, il dit, écoute ma petite fille, c'est de ton âge, ça te passera avant que ça me revienne. Ça lui est jamais revenu, puis ça m'est jamais passé. Bon, alors... quand je suis allée à Paris, parce que tout le monde déménageait, mon père prenait sa retraite en France, à Paris, je me suis dit, bon, là maintenant, je vais pouvoir être libre. Et c'est là où effectivement j'ai rencontré celle qui allait devenir ma première maîtresse, mais il fallait surtout pas trop le dire, hein. Quand je suis arrivée au Québec, c'était en 67, c'était l'année où Trudeau avait dit ce qui se passe dans les chambres à coucher ne regarde pas l'État. Donc c'était une première ouverture, mais bon, je suis enfin sortie de l'enseignement du secondaire et je suis devenue chargée de cours à l'université. Et puis je me suis lancée dans le journalisme à la pige en même temps, et c'est là où j'ai eu une première sortie bien involontaire. Il y avait eu une très grande réunion parce que le village commençait à se construire. Et bon, alors je suis allée en tant que journaliste poser des questions. Et quand je finis de parler, je remonte à ma place. Et là, je vois un grand garçon qui descend précipitamment les escaliers, puis qui m'embrasse. Il dit « Merci, madame, merci ». Je lui dis « Pourquoi ?» Il dit « Mais parce que vous vous êtes pas rendu compte, vous avez dit « nous » tout le temps. » Je dis « Putain ». Et on m'avait dit, je travaillais pour Châtelaine, et puis on m'avait dit surtout qu'on ne sache pas que tu es lesbienne, parce que c'était l'époque où on disait que toutes les féministes étaient lesbiennes. Là, oh, putain, là, je l'avais dit publiquement. Donc tout le monde était au courant. Bon. Et ce garçon me demande, il dit, est-ce que vous êtes capable de le faire en classe? Ben, je lui dis, mais écoute, là on est au milieu de la session, là je donnais un cours de littérature fantastique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'arrive en disant, eh oh, j'ai oublié de vous dire, je suis lesbienne? Alors il rigole, il dit, non, mais je vais vous trouver un moyen. Je vais vous poser des questions, vous allez voir. Bon, j'étais quand même un petit peu gênée. Ce jour-là, il me pose la question. Il paraît que dans le thème du double, en littérature fantastique, il y a des relents d'homosexualité. Je lui dis, écoute, à part Dorian Gray, et même, il est avec des femmes, je vois vraiment pas comment tu peux dire ça. Il me dit d'un air méprisant, c'est parce que vous êtes homophobe. Là, je respire un bon coup, je lui dis, moi, homophobe, alors que je suis lesbienne grand 1.
Il y a eu un silence dans la classe, un silence, un silence. Mais je ne connaissais toujours pas le milieu. Et là, en tant que journaliste, j'écrivais dans le supplément de la presse. Il y a le directeur qui m'appelle, qui me dit, écoutez, soyez bien à l'aise, j'ai un problème. Tout le monde refuse, mais soyez à l'aise de me dire non si vous ne voulez pas. J'aurai un sujet de reportage sur les homosexuels. Ah, mais je lui dis, il n'y a pas de problème, j'en suis. Ah, il dit, mais alors là, vous êtes en conflit d'intérêts. J'ai dit, non, c'est un conflit d'intérêts. Je lui dis, en tant que journaliste, il y a les femmes qui parlent de féminisme, elles sont en conflit d'intérêts. Ah non, il dit, vous avez raison. Mais on va élargir le cadre. On va dire la situation des gays et des lesbiennes à Montréal, au Québec. Ah ben, j'ai dit, d'accord. Mais là, j'étais très embêtée parce que je ne connaissais pas du tout les milieux, à part celui de Flammarion. J'étais devenue copine avec Marie-Claire Blais, qui m'avait présenté Monique Bosco et ça. Et je lui demandais, je lui ai dit, écoute, les nuits de l'underground, hein, qu'est-ce que tu peux nous... Ah, dis-moi là, tu sais, Jovette Marcheseau va te dire. Alors Jovette Marcheseau m'a tout expliqué, il y avait la revue 13, il y avait ça. On était au début des années 80, et moi au début du journalisme, alors là elle m'a introduit auprès de cette communauté-là, Lynn Chamberlain, Nicole Lasselle, d'autres, et qui avait la revue 13. Et là, il s'est passé un truc drôle, c'est que les gens m'appelaient, les filles m'appelaient et me disaient moi, tout ce que je veux, c'est rencontrer d'autres femmes. Alors, il y avait 2 bars gays, lesbiens à l'époque, et puis, bon, on allait là, mais je leur disais aux filles, mais allez dans les bars. Non, il dit, parce que dans les bars, c'est juste pour cruiser, pour des aventures. Moi, je lui dis, écoutez, au nombre de personnes qui me disent ça, alors qu'elles cherchent le grand amour, ben, je suis sûre que vous êtes sur des fausses îles. Ah, donc, allez dans ces bars-là, ou impliquez-vous sur un point de vue militant, vous rencontrerez des gens, etc. Mais c'était la seule chose qui intéressait ces femmes. C'était pas tellement la question des droits, la question de rencontrer d'autres femmes. C'était l'isolement le plus total. Et puis il y avait une opposition dans le groupe qui se réunissait là. C'était les radicales et puis les autres. Alors les radicales, elles étaient séparatistes, rien qu'entre femmes, rien qu'entre lesbiennes, pas question d'être avec les gars. Moi, j'avais toujours été élevée avec des copains, donc ça me paraissait bizarre. Ce qui fait que lorsque dans les années 90, avec une professeure de l'Université de Montréal, Elspeth Probyn, et Lise Arroux, qui était écrivain, on avait présenté un mémoire sur la discrimination des jeunes homosexuels ou lesbiennes dans les écoles. Lorsqu'on a présenté ce mémoire, là, tout d'un coup, j'ai vu 3 grands gars qui me sont précipités sur moi. Je dis, on te veut. Je lui dis, c'est à quel sujet? C'est à quel sujet? Alors, ils m'ont expliqué qu'il y avait une table de concertation de gays et lesbiennes du Grand Montréal, mais qu'il n'y avait qu'une seule lesbienne. Alors, je lui dis, oui, moi, je veux bien en faire partie. Non. Tu vas être élue présidente. Ah non, je lui dis, je ne connais rien au milieu, rien. Il y avait toute une série d'associations que je ne connaissais pas, puis là, j'ai été bombardée, présidente à l'unanimité, parce que tous ces garçons s'imaginaient qu'à partir du moment où ils auraient une lesbienne, une présidente, j'allais ramener d'autres lesbiennes. Mais étant donné le grand conflit qu'il y avait entre les radicales et nous, il n'y avait aucune qui voulait venir travailler avec des gars. Alors j'étais toute seule, j'étais la lesbienne de service, c'était moi qui passais à la télévision, c'était moi qui avais les entrevues à la radio. C'était la grande période où on militait pour la reconnaissance des conjoints de fait. Alors là, on a commencé à travailler avec certains politiciens. C'était l'époque où le PQ était au pouvoir. Il y avait André Boulris, entre autres, qui présentait au gouvernement en disant, voilà, si je claque, moi, dans 2 mois, il y a mon chum, il restera sans rien. Alors c'était le grand argument, c'était l'héritage. C'est évident que c'était l'époque où le sida faisait des ravages et où
on avait besoin que le couple avait besoin de s'assurer que le conjoint pourrait avoir quelque chose. Ça, c'est en gros les implications que j'ai pu avoir en tant que féministe, en tant que militante lesbienne, en tant que militante mixte, si vous voulez. Alors si je compare la situation dans les années 90-97 avec la situation qu'il y avait lorsque je suis arrivée en 1967, je me dis qu'on a fait des pas de géant. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on n'avance plus, on recule. Qu'il y en a qui se sont battus pour que vous ayez les droits que vous avez aujourd'hui, mais ces droits, il ne faut pas croire qu'ils sont acquis pour toujours. Et il faut non seulement se souvenir des premiers militants, mais garder dans notre vie une part pour une militance, qu'elle soit plus douce qu'elle ne l'était dans le temps, parce qu'on avait acquis des choses, mais pour garder ce que nous avons acquis. Et ça c'est important.